Opération de libération des espaces publics entamée par la police républicaine. Cette opération est considérée comme une deuxième phase après celle qui s'est déroulée quelques mois après l'avènement du gouvernement de la rupture. Le préfet Oronla, accompagné du chef du 4e arrondissement, rappelle les populations au civisme et sensibilise. Les célébrations de la fête de l'IAM, cette réjouissance constitue une reconnaissance de tous les représentants de la commune de Savalou et de la culture Marie au Dieu pour leur assistance et leur protection. Détail avec Sylvain Adoro, alias Maître Bobo, dans cette édition. Et puis en interactualité, les partisans du candidat malheureux Raila Odinga dénoncent les résultats publiés par la commission électorale et sont descendus dans les rues à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection Raila Odinga. La tension est montée d'un cran. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur Speedline Télévision. La police républicaine a entamé depuis quelques jours une opération de libération des espaces publics. Cette opération considérée comme une deuxième phase après celle qui s'est déroulée quelques mois après l'avènement du gouvernement de la rupture, fait donc un grand bruit depuis quelques jours et son démarrage à Cotonou. Dans le 4e arrondissement, le préfet Alain Oronla, accompagné du chef du 4e arrondissement, rappelle la population au civisme et sensibilise. Romaric Dossa nous fait le point. Nous sommes ici dans le 4e arrondissement de Cotonou. L'objectif de cette descente du préfet Alain Oronla est de faire l'état des lieux de l'occupation par les populations du domaine public. Le chef du 4e arrondissement, Saliou Adedjouma, était également sur les lieux. Il y a des gens qui ne doivent pas vivre à Cotonou et qui y sont. Regardez, nous sommes en plein cœur de Cotonou. Et regardez la salubrité avec des dépôts sauvages que nous observons. Je suis descendu en tant que première autorité de l'arrondissement plusieurs fois avec même des sommations, mais je suis très content d'avoir l'appui de mon chef Rachid le Préfet ce matin. Je crois qu'avec ça, on aura un bon résultat. C'est un tableau consternant que nous avons découvert à Cotonou, à quelques kilomètres seulement des nouveaux monuments que nous avons dévoilés, à quelques encablures des rues asphaltées à coût de centaines de milliards de francs CFA pour rendre notre pays beau et notre ville belle, de découvrir à proximité des bidonvilles, des ghettos, avec des madriers entreposés dans les rues, l'occupation anarchique de l'espace public près d'un centre emblématique, le centre Soweto, des ghettos avec des fûts et des bidons d'essence de mazout qui sont déversés dans la lagune de Cotonou que nous tentons de dépolluer à coût de centaines de milliards. L'amélioration et la surveillance à coût de dizaines de milliards de la berge lagunaire. Alors juste en face, nous avons des individus qui colonisent sauvagement et mettent d'ailleurs leur vie en danger, puisque à côté de ces dépôts sauvages de carburant, il y a des foyers, il y a des enfants, il y a des familles qui préparent. C'est intolérable. À Cotonou, c'est insoutenable et ce constat amer appelle une réaction immédiate, c'est-à-dire le démantèlement de ces ghettos qui abritent par ailleurs la délinquance extrême. Il y a beaucoup de voyous qui se réfugient là, c'est le lieu des trafics de drogue, c'est également le lieu de la prostitution la plus abjecte, puisque c'est sans surveillance, donc ceci est intolérable en 2022 à Cotonou. Donc ce constat amer appelle un sursaut, une réaction. Vous verrez que cette mission a été conduite avec une forte délégation de la direction départementale de la police républicaine qui est mobilisée pour la circonstance et qui va constamment mettre la pression pour surveiller ces cercles d'incivisme jusqu'à ce que nous venions à bout de ces insalubrités à Cotonou. L'autorité préfectorale priorise par ailleurs la sensibilisation de ses occupants. Ceux-ci ont un délai très court pour quitter les lieux. Nous connaissons nos populations, nous savons que ces installations sauvages n'ont pas été que spontanées, elles ont été accompagnées, elles ont été cautionnées par des gens dont je n'établirai pas la responsabilité, mais ils se connaissent. Ces ghettos nourrissent un trafic entretenu par ce que je peux qualifier d'une mafia, mafia bien organisée qui tire des revenus
de ces activités en franchise de tout impôt, de toute contribution au développement de notre pays. Donc vous savez que c'est des réseaux qu'il n'est pas facile de démanteler sans être méthodique. Et c'est pour cela que, bien que la situation appelle une réaction immédiate et énergique, nous préférons nous adresser à nos compatriotes, aux différentes populations, pour qu'elles commencent par prendre leur disposition pour quitter les lieux avant que nous ne passions à l'offensive. Mais cette offensive, elle est certaine, on le fera. Nous avons laissé suffisamment de temps, nous en laisserons davantage pour que les populations puissent quitter cet espace public illégalement occupé, se reloger autrement ou réorienter leurs activités. Donc cette sensibilisation, elle n'est pas de trop, elle est préalable à toute autre opération musclée. D'autres descentes sont également prévues dans les autres arrondissements de Cotonou, informent les autorités préfectorales. Voulant assurer la bonne gouvernance des marchés de vente, le gouvernement du Bénin a décidé de créer une agence nationale chargée de leur gestion. La décision prise en Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022 catégorise également ces lieux de vente. Cette nouvelle gestion de marché va s'occuper de l'ensemble des lieux d'échanges commerciaux du Bénin. Détail avec Romaric Dossa. Désormais, c'est une agence qui va gérer les marchés au Bénin. L'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022 est la création d'une agence nationale de gestion des marchés. Le compte-rendu du Conseil des ministres renseigne que les statuts de cette agence ont été adoptés. Cette agence va assurer la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge. Elle doit apporter une assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière en concertation avec les communes d'implantation des dites infrastructures. Elle assure la gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets. C'est elle qui va faire la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation. Une catégorisation des marchés a été faite. La première catégorie de marchés est celle des marchés de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier. La deuxième catégorie comporte les marchés régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes. Enfin, il y a ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier vont être confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées. Les autres marchés vont rester dans le patrimoine des collectivités territoriales. Enfin, pour soutenir le programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, un cadre de gouvernance a été élaboré. Ce cadre va permettre d'assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation de ces nouveaux marchés. La fête de l'IAM, c'était hier donc à Savalou. La célébration de cette fête a eu lieu donc les 15 août de chaque année et se concentre sur l'IAM. Dès le 14 août, des offrandes et des rites traditionnels aux ancêtres sont effectués. Cette réjouissance constitue une reconnaissance de tous les représentants de la commune de Savalou et de la culture maria en l'occurrence aux dieux pour leur assistance, également leur protection. Détail avec Sylvain Doro, Alliance Maître Bobos, il nous parle ici de ces événements. Suivons-le. Couper seulement du manioc et manger, on peut couper de la patate douce et manger, de la pomme de terre manger, mais lorsqu'il s'agit de l'iam, on la tue. C'est un tubercule qu'il faut tuer. Donc c'est un être vivant et vous allez voir dedans un gluant, c'est son sang. Et on tue d'abord ça pour les déités. Donc au-delà même du côté ration alimentaire, c'est d'abord comment on veut immoler
un animal à une déité, et lorsqu'on immole l'animal à la déité, on mange le reste de la chair. L'iam est un ensemble de déités, parce que je viens de démontrer que l'iam passe dans les 256 sphères du Fa. Or, chaque sphère du Fa est déjà une déité. Et donc, l'iam en son sein est une déité complète en son sein et qui regroupe un ensemble de lois et de principes. Et lorsque on la traite comme il le faut, je vous l'assure, c'est une manière de retrouver la santé, de retrouver la longévité et d'avoir toutes ces grâces derrière soi. Et c'est d'abord pour ça que le fond l'appelle Tevi, ce qui est debout. Et jamais vous n'allez déterrer l'iam et voir ce tubercule couché dans la terre. C'est toujours debout. Le symbolisme, c'est que quand vous respectez les différents rituels, non seulement rien ne va vous mettre sur le lit, donc la maladie ne va pas vous s'imposer à vous, un accident ne va pas s'imposer à vous pour que vous puissiez tout le temps être couché, et vos biens seront aussi debout derrière vous, et c'est pour ça qu'on dit Tevi Kuntono mo Tevi Tewende. Et donc, c'est pour dire, je serai en forme et tout ce qui m'appartient vont courir derrière moi. C'est beaucoup plus puissant que parler seulement d'une déité lorsqu'il s'agit de l'iam. Je dirais tout simplement aux Africains que nous sommes que les petites choses détruisent mieux que les grandes choses. Nous n'avons pas souvent conscience de cela. Quand un lion sort, tout le monde va se mettre à courir parce qu'on a vu le danger. Mais lorsqu'un moustique circule librement, on ne sait pas qui peut faire mal. Parce que petit à petit, goutte à goutte, le vin de palme remplit la goutte. Ce n'est pas le jour où vous avez de problème que le problème est venu. Le problème venait un peu. Et quand on fait cette cérémonie, on renvoie ce qui était amassé dans nos corps, les énergies négatives, les énergies contraires à la paix, contraires à la longévité, contraires à la bonne santé. On les nettoie et on devient une personne nouvelle, pleine de vigueur, et là vous profitez de la vie. Mais la plupart du temps nous ne profitons pas de la vie parce que nous aimons être appelés des brebis, alors que même le Christ dans sa famille, tout ce qui se fait comme cérémonie, on lui a fait ça, on lui a coupé le zizi, on lui a fait des cérémonies de sortie, on lui a fait tout. Et donc je ne sais pas pourquoi nous n'allons pas respecter la connaissance, l'originalité même de la connaissance, puisque l'Afrique est 3 fois mère de la science, mère de la religion et mère de la technologie. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas considérer la connaissance africaine comme étant la source de toutes les connaissances. L'Assomption est l'une des grandes fêtes chez les chrétiens catholiques, célébrée le 15 août. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au thème de sa vie terrestre et la montée de celle-ci vers le ciel. Quelles sont alors les attitudes que doivent avoir les chrétiens catholiques en ce jour et comment est-elle célébrée? Élément de réponse. L'Assomption est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel au terme de sa vie terrestre. Mais il faut préciser que la fête de l'Assomption est différente de l'Ascension. Alors il faut faire la différence entre Ascension et Assomption. Ascension, Jésus est monté au ciel après son séjour terrestre où il est venu nous racheter. Et l'Assomption, c'est la Vierge Marie qui est portée au ciel. Vierge Marie qui a conçu de l'Esprit Saint et qui a la première à donner hospitalité à Dieu et à donner le corps à Dieu, donner son corps à Dieu pour que Dieu puisse prendre corps dans le corps de Marie. Ça, c'est très important. Et nous voyons que c'est la conséquence de la résurrection du Christ, le dogme de l'Assomption. Le Christ ayant anéanti la mort, il est ressuscité avec notre corps entièrement rénové pour Dieu et il est monté au ciel avec ce corps. Je pense qu'on peut dire que devant Marie, la mort ne peut que signer forfait, quoi. La mort qui a connu la capacité du Fils à l'anéantir ne peut pas, devant Marie, oser encore un affrontement. Et donc on estime que Marie, qui est conçue sans péché et qui a porté l'enfant Dieu, elle aussi peut maintenant jouir de la plénitude
de la grâce reçue par la vie pascale inaugurée par son Fils. Et c'est ce que nous célébrons. Nous célébrons la Mère de Dieu qui a dit oui à Dieu jusqu'au bout et qui maintenant est couronnée de gloire et de bienfaits. En ce jour, tous les chrétiens catholiques sont invités à la prière et à être à la conquête du bien. Pour toutes les fêtes, nous rentrons dans une reconquête du bien. Toute fête, quelles que soient les fêtes liturgiques, chaque fête est une occasion de dire non au mal et de réaffirmer notre attachement au bien. Puisque Marie est essentiellement une femme de bien, une femme conçue sans péché, certes, mais une femme qui, durant toute son existence, a eu à demeurer dans cette fidélité de Dieu jusqu'au bout. Et que rien ne nous enlève de cela. Donc c'est l'occasion pour tous les chrétiens catholiques de reconquérir le bien et de diminuer au maximum l'occupation que nous impose le mal par les friandises de ce monde. Un peu partout dans le monde, à travers cette fête, les chrétiens catholiques témoignent de l'importance de la Vierge Marie pour eux. Et puis en interactualité à présent, les partisans du candidat malheureux Raila Odinga dénoncent les résultats publiés par la commission électorale et sont descendus dans les rues à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection, Raila Odinga. La tension est montée d'un cran. Des populations en colère sont descendues dans les rues, brûlant des pneus. Des barricades ont été aussi érigées sur les principales artères de la localité. Des magasins ont été pillés. Images et sons. Le Kenya s'est réveillé mardi avec un nouveau président, William Ruto. Il a recueilli 50,49% des voix lors de la présidentielle. C'est dans une ambiance chaotique que sa victoire a été annoncée lundi par la commission électorale indépendante. Aussitôt annoncée, cette victoire a été contestée par les partisans de son principal adversaire, Raila Odinga, crédité de plus de 48% des suffrages. Il n'y a pas de place pour la vengeance. Il n'y a pas de place pour le retour en arrière. Nous sommes orientés vers l'avenir. Je suis parfaitement conscient que notre pays est à un stade où nous avons besoin de toutes les mains pour le faire avancer. À Nairobi, la nuit a été calme. Les habitants de la capitale kenyane attendent plutôt du nouveau président l'amélioration de leurs conditions de vie alors que le pays fait face à une inflation galopante. Il y a la paix parce que même là où je me trouve en ce moment et d'où je viens, les gens sont heureux. Personne ne proteste et il n'y a pas de trouble. Tout le monde est heureux. Les Kenyans sont maintenant plus sages. Ils ne s'affrontent pas. Pourquoi je me battrais contre toi? Tu es mon frère. Nous travaillons avec toutes les tribus, les Luos, les Kalendis et beaucoup d'autres tribus. Il n'y a aucune raison de se battre et le pays doit aller de l'avant. Mais à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection, Raila Odinga, la tension est montée d'un cran. Des populations en colère sont descendues dans la rue, brûlant des pneus. Des barricades ont aussi été érigées sur les principales artères de la localité, alors que des magasins ont été pillés. Raila Odinga a 7 jours pour contester la victoire de William Ruto devant la Cour suprême. L'écart entre les deux hommes est de 233 000 voix. Et pendant ce temps, les partisans du vice-président William Ruto ont célébré dans les rues lundi après que le président de la commission électorale du Kenya l'a déclaré vainqueur de l'élection présidentielle face à Raila Odinga, 5 fois candidat. William Ruto a obtenu 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. Ruto a essentiellement fait campagne sur l'économie et le discours a séduit plus d'un. Repos sur les images.
Moment de célébration pour les partisans de William Ruto. Leur candidat a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le responsable de la commission électorale du Kenya. William Ruto a obtenu 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. La raison pour laquelle je crois en William Ruto, c'est qu'il croit en une nation de débrouillards, une nation de battants. C'est chacun qui se bat dans sa propre petite entreprise. C'est un homme qui comprend notre pays dans son ensemble. Il sait ce que nous voulons. Il sait que les gens sont en bas de l'échelle, ont besoin d'être promus, ont besoin de monter plus haut. Et c'est pourquoi il promeut l'économie ascendante. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux aujourd'hui, parce que nous avons voté pour lui. À 55 ans, William Ruto, riche homme d'affaires, devient le 5e président du Kenya au terme d'une des élections les plus serrées de l'histoire de son pays. Mais il promet un gouvernement rassembleur. Je veux m'engager auprès du peuple kényan. Je vais bâtir sur les fondations que le président Kenyatta et moi avons mises ensemble et amener ce pays à un autre niveau. Je veux promettre à tous les Kenyans, quel que soit leur vote, que ce sera leur gouvernement. Durant la campagne, Odinga et Ruto ont assuré qu'ils respecteraient les résultats d'élections libres et transparentes, s'engageant à porter leurs éventuels griefs en justice. Le Mali à présent, les derniers soldats français de l'opération Barkhane, présents au Mali depuis 9 ans, ont quitté le pays, a fait savoir donc lundi 15 août 2022 l'état-major français. Ces soldats ont franchi la frontière entre le Mali et le Niger. La France a été poussée vers la sortie par la junte malienne au pouvoir. Les derniers militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté le Mali ce 15 août après 9 années de présence dans le pays. Poussés vers la sortie par la junte au pouvoir, les Français ont transféré ces 6 derniers mois toutes leurs emprises à l'armée malienne, dont la dernière à Gao dans le nord du Mali ce lundi. Au total, ce sont 4000 containers et 1 millier de véhicules, dont des centaines de blindés, qui ont été retirés alors que le Sahel connaît une flambée de violence que le groupe paramilitaire russe Wagner, nouvel allié de Bamako, peine à endiguer. Le Sahel, la France y reste engagée, ainsi que dans le golfe de Guinée et dans la région du lac Tchad. N'Djamena continuera ainsi à héberger une emprise française. Paris espère aussi conserver un contingent de forces spéciales à Ouagadougou, la capitale burkinabé. De son côté, le Niger a accepté le maintien d'une base aérienne à Niamey et l'appui de 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière malienne. Ce lundi, l'ONU affirmait que le Mali était en proie à un climat délétère avec un rétrécissement de l'espace civique et une forte hausse des violations des droits humains par les groupes extrémistes et les forces de sécurité maliennes. Depuis le début de l'année, plus de 2000 civils ont été tués au Mali, Niger et Burkina Faso. Et puis en Russie, les autorités séparatistes soutenues par Moscou dans la région de Donetsk ont commencé à juger 3 Britanniques, un Croate et un Suédois. Ce lundi 15 août 2022, ils sont accusés d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne en tant que mercenaires, ce qui pourrait donc valoir à certains d'entre eux une condamnation à mort. Dans le Donbass, on risque la mort jusque devant les tribunaux. Le procès de 5 Européens faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine a débuté lundi face à la Cour suprême de la région séparatiste de Donetsk. Originaires de Suède, Croatie et du Royaume-Uni, les 5 hommes sont accusés d'être des mercenaires et d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort. En juin, 2 Britanniques et un Marocain, capturés eux aussi en Ukraine par les forces pro-russes, ont été condamnés à mort pour le même chef d'accusation. Ils ont fait appel de la décision. Sur un autre front, l'Union européenne apparaît divisée sur la question du tourisme russe. Si l'UE a fermé son espace aérien aux vols russes depuis l'invasion de l'Ukraine, les touristes peuvent toujours se rendre en Europe par voie terrestre. L'Ukraine, soutenue par la Finlande et les pays baltes, a appelé les pays de l'Union à ne plus délivrer de visas touristiques aux citoyens russes. La question sera discutée fin août, mais pour l'instant, les avis divergent. Il est important de rappeler qu'il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les actions de leur gouvernement. Et toutes les décisions que nous prenons ne doivent pas
rendre plus difficile leur quête de liberté. Les Russes ordinaires n'ont pas déclenché la guerre, mais ils la soutiennent. Ce n'est pas juste que des citoyens russes puissent voyager, entrer en Europe, se déplacer dans l'espace Schengen et faire du tourisme alors que la Russie tue des gens en Ukraine. On ne peut pas l'accepter. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky a accueilli lundi l'acteur américain Liev Schreiber et l'ancien footballeur ukrainien Andrei Shevchenko. Les deux stars sont des ambassadeurs du site ukrainien United 24 qui collecte des dons pour soutenir le pays. Depuis son lancement en mai, la plateforme a permis de lever près de 170 millions de dollars. La guerre en Ukraine, on en parle. Kiev dit avoir frappé une base du groupe de mercenaires russes Wagner. Très opaque, le groupe de mercenaires est accusé de combattre aux côtés des troupes russes. Au 173e jour de l'invasion russe en Ukraine, le bilan des victimes civiles s'alourdit encore. Selon Kiev, 3 personnes auraient été tuées et 20 autres blessées par des frappes russes ces 24 dernières heures. À l'est, Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, est à nouveau prise pour cible. L'armée russe tente également de nouveaux assauts sur Donetsk pour encercler la ville par le nord et le sud. 3 morts et 2 autres blessés sont également à déplorer après l'explosion d'une mine sur la plage de Zatoka, près du port d'Odessa. Les victimes étaient en train de se baigner. Leurs corps ont été retrouvés plusieurs heures après le drame. Alors que la guerre entre bientôt dans son 7e mois, les troupes ukrainiennes et russes font du surplace. Moscou affirme avoir pris le contrôle d'Oudé dans la région de Kharkiv après plusieurs jours de bombardements. Kiev avance de son côté avoir frappé avec des missiles une base de mercenaires du groupe russe Wagner à Lugansk. La Russie prépare également l'annexion des territoires occupés. Devant des journalistes triés sur le volet, les autorités nommées par le Kremlin distribuent aux habitants des passeports russes ainsi que des fiches de paye et des chèques de pension en roubles. Une mise en scène savamment orchestrée pour une impression de retour à la normalité. Au sud, les Ukrainiens accentuent leur offensive sur Kherson. Kiev veut isoler les forces russes en détruisant les ponts qui permettent le ravitaillement entre le sud de la ville et la Crimée. Pour cela, elle peut compter sur la résistance locale. Un soutien épaulé par l'entraînement de milliers de soldats ukrainiens par le Royaume-Uni qui vont rejoindre le front ces prochaines semaines. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Restez fidèles à nos programmes et retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.